Claudia Tavares pour vous donner quelques petites explications assez intéressantes, pour moi en tout cas, par rapport à la sortie de mon livre, La volonté d'exister, dont la plupart des gens ne veulent pas parler. Excusez-moi 2 secondes. En 1987, j'ai publié donc La femme inachevée. C'est un livre qui est assez épais, donc il y a une petite photo de moi qui est là comme ça, donc voilà, que j'ai raconté plus ou moins comment je suis arrivé à Paris, euh, la manière comme je suis né, la différence qu'il y avait entre vous et moi, que je ne trouvais pas qui était comment ça s'appelle, si grande que ça. Donc bon, on recommencera après. Donc la femme inachevée, circonstances atténuantes, comme vous pouvez le regarder. Très beau livre aussi, c'est le deuxième, en 2002. Le troisième livre que j'ai publié, c'était celui-là, en portugais, cette fois-là, avec la petite photo qu'il y a là. Voilà, c'était en portugais. 2017, j'ai publié L'Exclu. L'Exclu. Livre puissant. Ah oui, là. Livre assez puissant, assez dur. Livre très engagé contre la violence faite aux femmes, d'ailleurs, contre la pédophilie, contre, en fin de compte, la bêtise humaine. Et puis là, le 7 janvier, nous allons arriver à la volonté d'exister. Le livre, un des livres que pour la première fois est censuré. Censuré parce que dans ce livre, je raconte à peu près 10 ans en travaillant pour Xavier Niel, PDG de Free, fameux milliardaire aujourd'hui est marié avec Delphine Arnault. Or, ce livre, la finalité de ce livre n'était pas pour faire le buzz, faire du scandale, ou simplement apparaître. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours dénoncé certaines choses de la société parce que je suis concerné, mais toujours sans me victimiser. Je ne suis pas une victime de la société, je n'ai rien à cirer de tout ça. Je suis simplement quelqu'un qui est né différente, je suis né hermaphrodite. Jusqu'à Paris, je n'avais pas encore résolu mon problème. Et une fois que j'avais résolu ce problème, je ne sais pas pour quelle raison, il il faut absolument expliquer, dire aux gens que je suis né, enfin, cette différence, à part à ma petite voix sympathique, ne vous regarde pas. Ma vie sexuelle, elle a été étalée dans un livre, mais pas dans les autres, d'ailleurs. Donc, La volonté d'exister n'est pas un livre sur monsieur, enfin, je ne peux pas l'appeler monsieur, cette personne géniale. C'est un livre, c'est 40 ans de réflexion, 40 ans d'observation. Je pense que je suis une sorte de pseudo-sociologue qui observe, qui regarde, qui écoute, qui juge, etc. Mais la finalité du livre n'était pas juste pour faire le buzz, le scandale ou quoi que ce soit. C'était justement pour la continuation de l'Exclu et puis des autres livres que j'avais déjà publiés. Ce livre, la plupart des maisons d'édition l'ont refusé. J'étais assez choqué d'ailleurs. Je pense que depuis 33 ans, j'écris, je publie. C'est vrai que je ne suis pas comme la plupart des auteurs qui publient un livre par an, mais tant mieux. Mais simplement, avant d'écrire, j'ai décidé qu'il fallait d'abord que je puisse avoir un pied à terre, que je puisse poser, comment ça s'appelle, les bases pour ne pas me dire à 60 ans qu'est-ce que je vais devenir. Donc, et pour pouvoir donner suite à l'écriture, à l'intellect, à la pensée,
entre guillemets, ça ne m'empêche pas de penser pendant que je travaille, hein. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu plusieurs boulots et cela ne m'a jamais empêché justement de réfléchir, de penser et de voir cette société, comme elle change. Donc, le but de ce livre, je reviens, après vous savez, je parle beaucoup, je parle avec les mains, avec les yeux aussi, et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à me sortir de la ligne. Mais bon, vous allez comprendre ma manière de réfléchir. Pour pouvoir réfléchir, il faut lire. Pour pouvoir lire, il faut savoir lire. Et ma formation, comme vous voyez, ben, tous ces livres qui est là, je suis plutôt autodidacte. Quand j'ai voulu étudier la religion, j'ai étudié toute seule. Déjà, je suis né dedans. Quand j'ai voulu étudier la psychanalyse, ben je me suis mise à tout ce qui était enseignement psychanalytique, psychanalyse, psychologie. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé que bon, ben, je n'avais pas besoin d'avoir des diplômes pour exhiber partout en disant je suis philosophe, j'ai un diplôme de philosophe plutôt, j'ai un diplôme de sociologue, j'ai un diplôme non, je pense que la pensée, euh, pour réfléchir, on n'a pas besoin d'un diplôme, on a juste besoin d'avoir des neurones. J'espère en avoir quelques-uns quand même, n'est-ce pas? Eh bien, la volonté d'exister, puisque je reviens là, puisqu'il est question de volonté d'exister, et question de cette censure de la volonté d'exister par rapport à toute la presse, à vous, journalistes, que je connu quelques-uns, parce que je pense qu'il y en a même qui sont morts déjà, hein. Quand je publie mon livre la première fois, en 1987, mais j'avais été bien accueilli par toute la presse. J'ai toujours dit oui même s'il y a eu quelques articles qui étaient un peu vaches, parce que la manière de me juger et de me mettre une étiquette, bon, ça ne m'a pas tellement plu. Mais bon, j'ai accepté le jeu aussi, j'étais innocente, je ne savais pas tellement ce que je faisais. C'est pour là quelle raison qu'aujourd'hui je préfère soigner quand même mon image. Mon image, vous savez, c'est pas une question d'être belle ou sensuelle. Mais ça y est, j'ai dépassé ces moments-là. Je ne suis plus dans le à plaire à tout va, à plaire à tout le monde. D'ailleurs, non, j'ai compris que je ne peux pas plaire à tout le monde, hein. Je me revendique athée, donc j'ai déjà ça, philosophe, entre guillemets. Oh, des fois, les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est la philosophie. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que si on pouvait renseigner la philosophie aux enfants dès l'âge de 10 ans, ça serait peut-être une bonne chose. Donc, censure sur la volonté d'exister. Aucune Heidegger n'a pas encore parlé de ce livre. Bien sûr, il y a eu Emmanuel en carrière qui est arrivé avec son histoire. Bah, il raconte une histoire, il raconte un récit, mais il raconte aussi bah, sa vie. Après, il y a eu le père, Raphaël Enthoven, qui a raconté aussi un récit de sa vie, etc. Bah, jusque-là, il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a pas eu de problème. Puis il y a eu Vanessa Springora. La volonté d'exister a été écrite bien avant, puisque j'avais commencé il y a 3 ans, même 4 ans d'ailleurs, l'écriture de ce livre, parce que j'écrivais en même temps au restaurant dans lequel je suis un chef cuisinier, avec, mon mari qui est au bar, etc. Donc, il a fallu travailler, il a fallu manager ce restaurant et il a fallu écrire. Et pour écrire, il fallait reprendre la lecture parce que c'est très important lorsqu'on commence à écrire de lire d'abord. Et je lis quand je peux, beaucoup d'ailleurs, moins qu'avant, mais je lis. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a 3 ans et demi, 4 ans, qu'il était temps de faire, d'écrire la volonté d'exister. Parce que la volonté d'exister, c'est un regard sur la France qui change, qui a changé. Un regard sur les religions qui sont en train comment dire, de s'accaparer de notre liberté. Mes rencontres avec des musulmans adorables, gentils, des rencontres avec des musulmans horribles,
tête à claque, mais et puis mes rencontres avec toutes sortes de gens. Donc mon milieu me permet, quand je dis mon milieu, un petit clin d'œil là pour Julian Branco. Juan Branco, alors Juan, faut pas dire des conneries des fois, hein. Et non, 15 ans dans la restauration, 10 ans avec Xavier Niel, nous avons aidé à créer Free. Et si Free existe aujourd'hui, ben, c'est toutes les animatrices de Minitel Rose qui ont aidé à que Xavier Niel soit là où il est aujourd'hui. Même s'il n'a pas remercié ses animatrices comme il le fallait. Il n'a pas remercié, il a juste foutu un coup de pied aux fesses à tout le monde et hop, on passe à autre chose. J'ai encore dans le cœur hein, cette petite rancune là de tout ça. Mais ma rancune n'est pas uniquement parce que on n'est pas allé chez Free ou quoi que ce soit. Ma rancune et ma rage et mes envies de vomir des fois, c'est que lorsque je regarde Xavier Niel à la télé, qui raconte toutes ces histoires, comme il est devenu milliardaire, qu'il a piraté le téléphone comment ça s'appelle, de François Mitterrand, à se glorifier qu'il avait outrepassé une fois la ligne rouge. Oui, tout ça, il l'a fait. Donc, s'il a fait tout ça, il peut admettre aussi que les gens à qui il a fait mal puissent un jour ouvrir leur gueule. Et c'est le cas aujourd'hui. Lorsque je bossais pour Xavier Niel, je sortais d'un deuil, j'étais fragile, j'étais, je m'en foutais de tout. Je n'avais pas de contact avec la famille, je me sentais tellement seul que je sais pas comment expliquer ça, cette envie, ce vide, comme si vous ne savez rien de tout. Pas marié, pas d'enfant, seul, bah, pas un cousin, pas une sœur, pas un oncle, bah rien. Toujours seul d'ailleurs, avec des amis bien sûr. Toujours des amis quand même, j'ai toujours eu des amis. Et fidèles et qui sont là encore aujourd'hui, même après 40 ans. Puisque ça fait 40 ans que je suis en France. 41 ans. Donc à partir de ce moment-là, j'ai estimé que, bon, je m'en fichais. Voilà. Mon corps, ce corps-là, bah, on peut faire ce qu'on voulait. Et ça ressemble à peu près à la même chose si ça me gâte là. Et, euh, et ça revient à peu près quand j'étais en prison, chez les hommes, à la maison d'arrêt de la santé, pas en commun avec Xavier Niel d'ailleurs, puisqu'il a fait un mois, moi j'en ai fait 7 ans. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que même en prison, je me sentais beaucoup plus libre que lorsque je travaillais pour Xavier Niel. Malheureusement. Et en même temps, je suis rentré dans un cocon, dans un confort. Et au bout de 4 ans, je suis arrivé en 91 à peu près dans cette boîte. En deuil, toujours, le deuil que je n'avais pas fait parce que l'homme que j'aimais est mort et puis est parti sans que je puisse même aller à son enterrement puisqu'il était kabyle et qu'il est parti, il est rentré en Kabylie, justement peut être enterré. Alors, on a volé son corps, selon la tradition musulmane, il ne pourrait pas être enterré à Paris. Soit. Et je suis resté à peu près dans cette comme si j'étais atteint d'une maladie de gens foutistes. Bon, ben, tu me touches, fais ce que tu veux, voilà. Et en partant au Brésil, j'avais décidé de partir au Brésil en 2015, donc ça faisait déjà 4 ans que je travaillais dans la boîte, ça s'appelait Fermic à l'époque, avec, si je te paye, bien sûr, déclaré et tout. Et en même temps, j'étais cliente de Xavier Niel parce que j'avais des codes 3615, ça s'appelait Karine, 3615 Karine, 3615 pour toi, 3615 Buisson, 3615 Ella. Tous ces codes me rapportaient énormément de l'argent et qui étaient hébergés chez Xavier Niel. C'est comme ça d'ailleurs que je rencontrais Xavier Niel. Le centre serveur de Xavier Niel, Fermic, dans le 19e arrondissement de Paris, aux 2 passages de Crimée, justement. Et à partir de ce moment-là, en partant au Brésil, en 95, ce vide-là qui me rongeait, cette espèce de, je sais pas, d'angoisse, d'agonie, je dirais même d'agonie, j'avais décidé d'aller au Brésil. J'ai pris des vacances pour la première fois, au bout de 5 ans que j'ai bossé dans cette boîte.
et je suis allé au Brésil. Et de Brésil, j'ai une photo qui est là d'ailleurs, je vous montrerai plus tard, je vous montrerai tout d'ailleurs. Et cette photo, elle est atterrie dans le bureau. Et à partir de ce moment-là, bon, apparemment, voilà, j'ai encore, j'avais ou j'ai encore, je ne sais rien, mais surtout, il y a 25 ans, oui, c'était déjà encore plus différent. Et Xavier Niel a jeté son dévolu sur mes fesses, sur mon cul, sur ma gueule, sur ma détresse, sur ma faiblesse. Il a commencé à me taquiner, à me faire venir dans son bureau quand je suis rentré du Brésil, à dire que j'avais un beau cul, qu'il voulait me toucher les seins. Euh, je trouvais ça, voilà, ouais, c'est le patron, et alors quel est le problème? Je ne me sentais pas plus privilégié parce que je n'étais pas, comment dire, je ne me sentais pas salarié à 100%. Je me sentais plus comme bah, une cliente aussi, puisque j'avais des codes à l'époque. Et j'avais un contrat aussi dans cette boîte Fermic. Et à partir de ce moment-là, j'ai simplement, la première fois, bah, j'ai esquivé, la deuxième fois aussi. J'avais l'habitude hein, avec ce genre de truc, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas vraiment. Ça a été de plus en plus des petits attouchements, des petites voilà, et puis pas arriver à une fois par semaine à m'appeler dans le bureau, surtout le samedi soir quand la plupart des gens étaient partis, ou des fois le vendredi soir aussi. Et puis il fallait que j'aille dans son bureau, il m'appelait par Minitel, il me demandait de le, bah oui, bah, on va le dire, hein, de toucher son sexe, de le caresser, de lui faire une fellation. Et puis je vais passer les détails parce que bon, si ce clip de vidéo doit être vu par d'autres personnes, j'ai pas envie d'utiliser trop de vulgarité. Ça va arriver, mais plus tard, hein, peut-être. Bah, la vulgarité, pour moi, ce sont des mots. Hein. Donc, Xavier Niel commence à amuser, c'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en même temps, 95, fin 95, j'avais rencontré l'homme avec qui je me suis marié, hein, qui est là toujours d'ailleurs, il s'appelle Sébastien. Quand Xavier Niel a découvert, enfin, il a vu Sébastien venir me chercher une fois devant le bureau, bah, ça a été le grand scandale, qu'il était hors de question que Sébastien vienne me chercher parce que ce petit con, qu'est-ce que je faisais avec lui? J'ai eu droit à toutes les insultes et etc. Bon, je lui ai dit d'aller se faire foutre, qu'il n'était pas mon mec, qu'il n'était pas juste mon patron et qu'il n'avait pas non plus le droit à tout. Hein, que j'avais une vie après le boulot. C'est comme ça. Mais j'ai continué quand même à aller le voir jusqu'à arriver à 98. 98, pour pouvoir partir, il fallait que je mette en route une stratagème, c'est-à-dire qu'il fallait que j'achète un petit appartement pour ne plus jamais besoin de loyer, etc. Et d'autant plus que le franc allait passer en euros et je savais déjà, mon nez me disait que quelque chose de grave allait se passer, qu'on allait tous se faire, voilà, avec cet euro. Et c'est ça qui s'est passé d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, je dis à Xavier Niel de me prêter 20 000 francs pour repayer le notaire. Je préparais déjà comment dire, cette fougue, cette, oui, cette fougue, pas cette fugue, bah, ce débarras, quoi. On peut le dire, j'ai essayé de me débarrasser de Xavier Niel à tout prix. 3 ans et demi, c'est quand même beaucoup dans une boîte. Le patron vous demande de t'habiller comme ci, de t'habiller comme ça, de le toucher, de le fellationner, de vous montrer vos parties génitales, de vous montrer vos fesses, de se masturber sur vos seins, bah, tout ça, c'est arrivé. Donc, la plupart des gens me disaient que je vante. D'ailleurs, un petit mot,
pour encore deuxième mot d'ailleurs pour Juan Branco, l'avocat, le gentil avocat, un petit peu, un petit peu, voilà, hein, on le sait, ce n'est pas des poux, hein. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas tellement servi, hein, ce qu'a fait Juan Branco, de prendre la couverture du livre et de mettre en gros ancienne prostituée. Bon, je ne sais pas où est-ce que je suis une ancienne prostituée, si je suis déjà marié depuis 25 ans, que je bosse dans un restaurant, mon restaurant depuis 15 ans déjà, et que en sortant de prison en 86, je ne sais pas où est-ce que j'ai fait la pute, hein. Il va falloir qu'on me prouve s'il y a un PV d'un flic, etc. Puisque d'ailleurs, ce n'est même pas le même nom, ni le même prénom d'ailleurs. Donc, Claudia Tavares, c'est le nom d'un plan, c'est le nom de ma mère, celle que j'aime encore comme si elle était encore vivante, qui s'appelait Marie Henrique Tavares, et je portais ce nom d'auteur en souvenir de ma mère, parce que j'ai toujours une pensée pour ma mère, pour la simple raison, c'est que je l'ai perdu, j'avais 2 ans et demi. Et le reste, vous allez apprendre dans la volonté d'exister, ou peut-être dans le, comment ça s'appelle, dans l'exclu. Je sais pas si vous avez lu l'exclu par où, c'est pas bon comme ça. Morale de l'histoire, j'ai dû commencer à expliquer à Xavier Niel qu'il fallait qu'il arrête, d'autant plus qu'il avait donc Catherine Samama. Catherine Samama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nièce de Tati. C'est ça qu'on disait. Donc, dans la boîte, ça parlait. En fin de compte, cette boîte était assez bizarre parce que c'est la boîte du sexe et tout le monde fourniquait avec tout le monde. Je ne sais pas. C'était dans les morses, n'est-ce pas? Et malheureusement, voilà, Xavier, il a fini pour mettre les yeux sur cette petite stagiaire qui était toute mignonne, toute blonde, toute mince, et puis lui comme le pago, oui, machin. Moi, j'avais été peur, parce que bon, quand ça se passait entre nous, ça se passait comme dans le bureau, et puis il était toujours assis, on n'était pas dans un lit. Alors bon, il y a eu plein de gens qui m'ont demandé, et je reviens après de le reste, ils m'ont demandé pour quelle raison je n'avais jamais porté plainte. Je ne pouvais pas, je ne peux pas vous expliquer parce que ça va couper le suspense justement du livre. Il faut lire le livre pour comprendre pour quelle raison je ne pouvais pas porter plainte. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai jamais pris de plaisir avec ces parties des jambes en l'air. Absolument pas. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis non. Aucune sensation, aucun plaisir, aucune envie, aucune excitation, loin de là. Plutôt de dégoût à chaque fois, parce que je savais très bien que c'était mon patron et qu'il m'exigeait quelque chose dont il n'avait pas le droit et moi je ne pouvais rien faire. Et j'étais vraiment noué, attaché et tout le reste. Mais comme je voulais vraiment trouver une solution pour mettre fin à ces petits harcèlement, c'est grand harcèlement plutôt, abus sexuel. C'est passible d'une peine de prison en plus de 5 ans de prison. Et des amendes et tout le reste. Si j'avais porté plainte contre Xavier Niel, je pense qu'il aurait pu aller être en prison. Mais, comme on dit, n'est-ce pas, je ne suis pas né en France, je suis française, mais je ne suis pas né en France. Or, j'ai un passé, non, que nini, hein, faut arrêter, hein. Conneries, tout ça, bullshit, hein. Parce que mon passé, il n'est pas déshonorant, mon passé, il est magnifique. Alors si on me dit, oui, tu as été prostitution, mais je dis non, pas de tout. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un enfant de 14-15 ans est un enfant prostitué. On peut dire simplement que c'est un enfant qui est abandonné, c'était mon cas, et que je ne savais même pas quoi faire, et que bon, ben, dans le tourbillon de la chose, on arrivait à Paris, ben, j'ai atterri à Pigalle, hein. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, hein. Pour ceux qui ont lu L'exclu ou la femme inachevée, et circonstances atténuantes, savent très bien que je n'ai pas plaisir à coucher avec un autre homme qui ne me donne pas de plaisir. Et pour de l'argent, ben, je me torche hein, avec. Je n'ai rien à cirer. Le problème des gens, c'est qu'ils naissent pauvres, ils veulent devenir riches. Or, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours travaillé depuis. J'ai commencé à travailler, j'avais 8 ans. J'ai commencé à gagner ma vie très jeune.
Et avec le physique que j'ai, je peux dire que c'était pas facile, surtout de tenir le cap, hein. Parce que entre le harcèlement sexuel, les viols et tout ce qui s'est passé, bah, je suis encore là et j'ai encore un super sourire et que je ne manie, j'ai un vice, je dirais que j'ai un vice de, comment, ben, j'oublie le nom là, bon, il y a un petit nom sympathique, ça viendra après, parce qu'il y a tellement de trucs là, ma pensée est en train de m'amener ailleurs. Donc, je pense que j'ai tendance à minimiser les choses plutôt, à dire oh, non, c'est pas tellement grave, à ne pas faire un drame, à ne pas me victimiser. Je déteste ça et je pense que j'ai toujours été plutôt une combattante qu'autre chose. J'ai toujours été à la guerre, hein, très jeune, à l'âge de 14-15 ans, je me battais avec les militaires au Brésil. C'était bah, la dictature, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Hein, j'ai 58 ans, peut-être plus, je ne sais rien. Mais il y avait quand même ce côté où il fallait trouver une solution pour revenir à Vienne, de mettre fin à ça. Ben, j'ai failli rentrer dans une dépression nerveuse, je suis allé voir un médecin, je suis allé même voir les prud'hommes à un moment donné, et puis la solution que j'ai trouvée, c'était de congeler son sperme, sa semence, et je me suis dit qu'en faisant ça, après le cas Lewinsky, Monica Lewinsky, je ne m'appelle plus vraiment le nom, mais Monica, tout le monde sait, avec Clinton. Et c'est cet épisode-là, avec Clinton, qui m'a donné justement l'idée de dire, je vais le piéger, ce mec, je vais congeler son sperme, et à partir de ce moment-là, s'il me fait chier, je le balance. C'était simple. Jamais je pensais de faire du chantage plus tard, machin, etc. Non, vraiment pas. Je me fiche de tout ça. D'autant plus que je suis toujours resté avec le même homme, même si Xavier Niel me disait que c'était un petit con. C'est quelqu'un de merveilleux, quelqu'un avec qui je me suis marié, quelqu'un qui m'a donné une famille française, même si je suis française, puisque mon DNA est 30% français aussi. Je suis né au Brésil, mais j'ai 11% hein, d'ADN brésilien, c'est tout. Et le reste est européen. 71% d'ADN européen, donc un peu portugais, un peu espagnol et surtout français. Il y a de quoi me dire que oui, je suis une petite française, une grande gueule. Je chante même avec les pieds dans la merde, comme les coqs en France, n'est-ce pas? Mais revenons à nos connards, à nos moutons. Euh, j'ai réussi, en parlant sérieusement, c'est grâce à la dernière fois que Xavier m'avait demandé d'aller dans son bureau, que j'avais décidé d'arrêter ça une fois pour toutes. Je venais d'acheter mon appartement, tout était préparé, donc je peux dire non. Et c'est ça que j'ai fait. D'abord l'appartement, et ensuite, c'est au moment d'ailleurs, ensuite, c'est au moment où euh, les bureaux du 19e passe dans le 16e arrondissement. Il amène toutes les gens qu'il estimait qui étaient les plus top. Et puis les petites noires, enfin les grosses noires, voilà, les moins belles, il a dégagé. Je pense que ce qui me donne envie de vomir quand je pense à tout ça, c'est le toupet que Xavier Niel a eu. C'est quand on avait déménagé tout, il m'envoie dans une cave. Ils avaient monté avec une dame qui s'appelle Clara Dupuis, qui a un monsieur Dupuis qui a plein de cheveux, là, à Longchamp, avec qui Xavier Niel était copain d'ailleurs à l'époque. Ils ont ouvert un truc de visioconférence. Ils avaient créé une cave. Dans cette cave, ils avaient créé une sorte de petite chambre comme ça, bien rouge, un ordinateur, avec des caméras partout, bien éclairé et tout. Et devant le travail que Xavier Niel m'a proposé, et qui a voulu absolument
que je travaille là-dessus, il a mis 1000 francs de plus ma paye pour que j'accepte ce boulot. C'est-à-dire, je n'intégrerai pas le 16e arrondissement avec toute l'équipe pour Free, puisque Free venait d'être créé. Je serais mise dans une cave et je devais faire des striptease, exciter ses clients devant la caméra. Je lui ai dit d'aller se faire foutre en regardant bien dans les yeux. Et je lui ai menacé d'expliquer à sa compagne, avec qui il allait avoir des enfants, puisqu'il en a eu 2 d'ailleurs, et je lui ai simplement dit qu'il fallait qu'il trouve une solution, parce qu'il était hors de question que je travaille dans un endroit qui ressemblait plus à un bordel camouflé qu'autre chose, et que s'il voulait vraiment, il n'a qu'à mettre une perruque, ou alors dire à son père, ou amener sa sœur. J'ai rien contre son père, j'ai rien contre sa sœur non plus, mais qu'il fasse lui-même, parce que moi je n'étais pas intéressé. Par la suite, effectivement, il n'a pas donné suite et j'ai dû aller à ce bureau dans le 16e arrondissement, comme je l'explique dans La volonté d'exister, l'affronter et exiger une explication. Et c'est ça que j'ai fait. Et je lui ai dit ce que je pensais. Et comme il a essayé de me tourluper encore une fois, j'ai dit non. Je vais aller voir ta gonzesse qui est juste à côté et je vais lui expliquer toute la situation, que ça fait 3 ans et demi que tu me baises, que tu m'appelles dans ton bureau, que tu exiges des rapports sexuels avec toi, des fellations, etc. Et même des fois, que quand elle était dans la voiture, tu étais là en train de reluquer mon cul. Donc on va arrêter la connerie maintenant et de suite. Sinon, et je me suis levé et je suis parti en direction au bureau de Catherine Samama. Et il s'est levé, il est venu, ouais, écoute, on va trouver une solution, tu veux quoi? Je lui ai dit, mais c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est soit je viens ici, d'ailleurs, sur mon contrat de travail, c'est marqué que je travaille ici, pas là-bas. Sur mes fiches de paie, c'est marqué ici, pas là-bas. Donc, démerde-toi, tu trouves une solution. C'est toi le boss, non? Donc, tu trouves une solution, ou alors, je vais voir Catherine, ta femme. Ça fait quand même presque 3 ans que vous habitez ensemble. Donc, on va faire ça. Oui, tu veux quoi? C'est toi, tu veux la solution. Bon, alors, licenciement économique, ça te va? Je me dis, mais n'importe quoi, ça me va. Pourvu que je ne sois pas obligé de me déshabiller devant des salopards, devant des tarés sexuels comme toi. Est-ce que c'est clair? Et voilà, l'avant-dernière fois que j'ai eu Xavier Niel, il l'a envoyé à Catherine, qui était sa juriste et sa comptable, qui s'occupait de tous les contrats de travail. Ils ont fait comment ça s'appelle, une rupture, pas amiable, mais licenciement économique avec une société qui coûte 1 million d'euros. Déjà, je sais pas, une fortune déjà. 3 millions à l'époque. Donc, voilà, de qui se moque-t-on? Et d'autant plus aussi que, avec toutes les pépettes que le gouvernement Chirac avait données à l'époque, il aurait pu quand même, voilà, hein. Mais bon, c'est une autre histoire, on parlera de ça après. Il est que, à cause de ces 40 pages, parce que le livre ne parle pas que de Xavier Niel, le livre, c'est un hymne à l'amour, c'est une vie, un parcours de vie qui est extraordinaire, c'est une vie qui vous redonne de baume au cœur, ça peut vous faire pleurer aussi, parce qu'il y a une histoire qui est extraordinaire, c'est l'histoire de Farid. Farid qui m'a quitté en 1990, pour qui j'ai eu beaucoup d'amour. Et voilà, c'est arrivé ce qui est arrivé, et je suis restée, enfin, veuve sans être mariée, et encore seule, de là mon désespoir. Ah, Fermic, ça a été Fermic, donc Xavier Niel, quand je me suis enfin senti libre. Ça a été une fois que j'ai quitté ces bureaux, une fois que j'avais dit tout ce que j'avais pensé. Je pense que c'était encore mieux que lorsqu'on m'a ouvert la porte de la prison de la santé pour me libérer, à vrai dire. Voilà.
pour ce soir, je vais rester là. J'ai d'autres informations plus tard. Et ce petit vidéo là, j'espère que ça va y faire. Je vais envoyer sur ma chaîne que je suis en train de créer pour expliquer toutes les situations et donner plus de détails par la suite. Je vous embrasse, excusez-moi, des fois vous ne me comprenez pas, mais j'essaie quand même. À bientôt.